Bonjour, je suis Eduardo Adiassin et je voudrais m'entretenir avec vous aujourd'hui autour de la thématique entre la biopalatine et rééducation orthophonique. Mon exposé passera brièvement sur les différents types de fentes labiopalatines. Nous mettrons beaucoup plus l'accent sur les troubles de la parole liés aux fentes labiopalatines et nous aborderons pour finir l'évaluation orthophonique et la rééducation des troubles de la parole. Juste à titre de rappel, les fentes labiopalatines sont des malformations congénitales. Elles consistent en un défaut de fusion des bourgeons maxillofaciaux au cours de l'embryogenèse. Les fentes affectent en général l'esthétique de la face, la dentition, l'alimentation néonatale, l'audition et la parole. Donc, la prise en charge des fentes est pluridisciplinaire et passe le plus souvent par la chirurgie réparatrice, l'orthopédie maxillofaciale dans certains cas, et dans d'autres cas, la surveillance ORL en cas de difficulté de ventilation de la trompe d'Eustache. Dans certains cas, on a besoin d'un accompagnement psychologique, notamment des parents, et bien évidemment de la rééducation orthophonique. La rééducation orthophonique en cas de fente vise à pallier les troubles d'articulation et les habitudes compensatoires qui accompagnent ces troubles d'articulation. Alors, on va passer brièvement dessus, comme je l'ai dit. Vous voyez sur l'image A, avant ça, nous avons trois catégories de fentes. Et moi, j'ai choisi de faire cette catégorisation brève. Nous voyons sur l'image A les fentes labiales, sur l'image B les fentes palatines et sur l'image C les fentes labiopalatines qui constituent une fusion des deux types de fentes précédemment lues. En ce qui concerne les fentes labiales, on peut les scinder en deux grandes catégories. Il y a des fentes labiales dites unilatérales. On observe dans ce cas une fente juste au niveau d'une crête filtrale. Ça peut être à gauche ou à droite. Ici, la fente peut être incomplète ou complète selon que la fente arrive au pied du nez ou pas. De la même façon, au niveau des fentes bilatérales, on a des fentes bilatérales incomplètes et complètes. Les fentes palatales, une fois encore, c'est un type de classification. Il y en a plusieurs autres. Alors, nous avons premièrement les fentes sous-muqueuses et occultes à ce niveau-là. Les fentes palatales incomplètes et les fentes palatales complètes. Nous reviendrons beaucoup plus sur les fentes sous-muqueuses et occultes. Alors, quand on parle de fentes sous-muqueuses et occultes, je voudrais bien les scinder en deux catégories. Parler premièrement des fentes sous-muqueuses, qui sont des anomalies qu'on peut observer physiquement dans la cavité buccale quand on fait un examen oral. Il s'agit de la luette bifide, la zone pellucide, l'encoche au bord du palais dur et du palais mou. Les fentes occultes, quant à elles, ne peuvent pas être observées physiquement. Il faut faire une naso-endoscopie. Alors, j'évoquais tout à l'heure la zone pellucide comme fente sous-muqueuse. La zone pellucide est caractérisée par une coloration bleuâtre au milieu du voile du palais en réaction à la lumière. C'est-à-dire que lorsqu'on touche à l'intérieur de la bouche, on peut observer une coloration bleue, comme le montre cette image A. Et cette coloration bleue est due au fait que la muqueuse est fine, puisqu'il n'y a pas de muscle en dessous de la muqueuse. Lorsqu'on fait prononcer au patient un K, lorsque le patient est en phonation, on observe un V inversé, c'est-à-dire que le voile du palais se relève et se rétracte vers le palais dur, puisqu'il y a une difficulté d'insertion du muscle du voile du palais, n'est-ce pas, vers la partie postérieure du palais dur. Ce qui fait que le voile du palais ne peut pas opérer la fermeture, ne peut pas opérer l'occlusion vélopharyngée, mais se retourne un peu, penche vers le palais dur. Parmi les fentes sous-muqueuses, nous avons toujours la luette bifide. Nous avons aussi la luette bifide, pardon. Et comme le montre l'image A, nous voyons là une légère fente du voile. Nous avons dans certains cas une encoche entre le palais mou et le palais dur. Alors ici, voici l'os du palais dur qui se limite là au niveau de la partie jaune que vous voyez. Et juste en bas, nous avons le voile du palais qui se termine par la luette.
Au niveau dans cette pathologie, on observe une entaille. La partie jaune n'existe pas. Normalement, sur un palais normal, on observe cette saillie-là. Par contre, lorsqu'il y a une encoche, lorsqu'il y a une entaille, cette partie jaune ne va pas exister. Donc, on va observer, disons, une petite entaille, un petit trou. Donc, le bout pointu ne sera plus perçu. Les fentes occultes, comme je le disais, ne sont pas visibles. Il faut faire une naso-endoscopie en mode de phonation pour pouvoir voir les anomalies des structures vélopharyngées. Les troubles de la parole liés aux fentes labiopalatines. Je voudrais bien les catégoriser en deux types. Nous avons les troubles de la résonance, que sont l'hypernasalité, l'hyponasalité et le cul-de-sac, et les troubles d'articulation des sons, qui constituent les erreurs d'articulation des sons et les erreurs compensatoires qui les accompagnent. Je voudrais préciser que les troubles de la résonance, en général, ne sont pas corrigés par la rééducation orthophonique. Dans ce cas, il faut, disons, une opération chirurgicale pour corriger les troubles, puisque c'est un dysfonctionnement structurel qui est à la base des troubles de la résonance. La résonance est en fait la répercussion des sons dans les cavités pharyngées, orales et nasales. Elle se matérialise par le passage de l'air à travers ces cavités en fonction du son qu'on produit. Donc, en fonction du son qu'on produit, en fonction de la résonance, on peut distinguer deux types de sons. Nous avons les sons nasaux qui sont marqués par le passage du flux d'air par la cavité nasale et qui ne nécessitent pas la fermeture vélopharyngée. Donc, par exemple, les sons m, n, comme dans parking, sont des sons nasaux. À leur opposé, nous avons les sons oraux qui sont marqués par le passage du flux d'air par la cavité buccale et qui nécessitent la fermeture vélopharyngée. Donc, nous avons par exemple les sons de haute pression tels que P, T, S, Ch. L'absence du voile du palais ou une insuffisance vélopharyngée, c'est-à-dire que le voile du palais est trop court et n'opère pas la fermeture, ou une incompétence vélopharyngée, le voile du palais est hypotonique. Donc, cette absence ou cette insuffisance va entraîner des troubles de la résonance et le plus souvent l'hypernasalité. Alors, je voudrais bien expliquer le phénomène de la fermeture vélopharyngée par la métaphore de la porte. Si vous considérez ma main gauche comme le mur postérieur, le mur pharyngé postérieur que nous voyons à droite avec les murs latéraux, les murs pharyngés latéraux, et que vous considérez ma main droite comme le voile du palais que vous voyez en bas ici, lors du passage des sons dits nasaux, les sons m, n, on n'a pas besoin d'occlusion. Le voile du palais n'a pas besoin de s'accoler à la partie postérieure du pharynx. Donc, les sons, puisque ces sons-là, pour les produire, le flux d'air passe par la cavité nasale directement. Et donc, chez les enfants présentant des fentes, ils peuvent produire facilement ces sons-là sans difficulté. Mais le problème se pose lorsqu'on a affaire aux sons de haute pression, les sons P, T, K, B, D, G, S, F, S, Ch, qui ont besoin d'une accumulation de pression dans la bouche pour se réaliser. Donc, pour que cette accumulation de pression se réalise dans la cavité buccale, il faut normalement que la porte se ferme. Donc, normalement, pour produire le son P, je dois observer ce mouvement-là. P, pa, pa. Par contre, pour faire maman, la porte reste ouverte. Maman, pa, pa. Alors, parlant de l'articulation des sons dans les fentes labiopalatines, nous allons essayer de présenter cette échelle. Nous vous présentons les sons en trois catégories. Vous avez les sons faciles d'accès, faciles à produire par les enfants présentant des fentes, qu'on peut appeler les sons, qu'on appelle tantôt les sons nasaux, les m, n, n. Après ça, il y a les sons moins difficiles à produire, qui sont des sons de basse pression. Alors, je parlais tantôt de l'accumulation de pression dans la bouche. Pour les sons de basse pression, on a besoin d'une très faible accumulation, d'une très faible pression. Donc, les enfants peuvent facilement produire ces sons, mais parfois avec des difficultés.
Le plus difficile, ce sont les sons de haute pression. Alors, pour ceux qui ont appris un peu la phonétique, les sons de haute pression regroupent ici les occlusives P, T, K, B, D, G et les fricatives F, S, Ch, V, Z, J. Donc, ces sons sont difficiles à produire en cas de fente. Quels sont les effets secondaires du dysfonctionnement vélo-pharyngé? Lorsqu'on a un dysfonctionnement vélo-pharyngé et que la porte a du mal à se fermer, comme je l'ai dit tantôt, on peut assister à des émissions nasales. Donc, l'enfant produit les sons, mais il y a de l'air qui s'échappe par les narines. Je suis parti. Donc, on sent parfois ça peut être audible, parfois ça peut ne pas être audible, hein. On reviendra dessus en détail. On assiste dans un second temps à une désarticulation compensatoire. Les désarticulations compensatoires, ce sont des erreurs apprises et qui persistent même après la chirurgie. C'est-à-dire que l'enfant s'est déjà habitué du fait de sa fente à parler d'une façon. Une fois qu'il est opéré, normalement ça devait disparaître. Eh bien non, ça ne disparaît pas du tout parce qu'il a déjà pris l'habitude de parler de cette façon. Donc, on va revenir en détail sur ce type de désarticulation, telles que les coups de glotte et les fricatifs pharyngés. Nous avons aussi, en dernier lieu, les désarticulations obligatoires. C'est des erreurs sonores d'origine structurelle. Donc, ici, l'erreur existe parce que l'organe n'a pas été réparé. Ce n'est pas que l'enfant a pris forcément une habitude, mais peut-être parce qu'il existe une fistule après la réparation, ou peut-être parce que le voile est trop court et il n'arrivera pas du tout. Même si on met la rééducation en place, il n'arrivera pas à, à réparer cette erreur. Donc, ce sont des erreurs dites obligatoires. Alors, avant de travailler avec un enfant, il faut faire une évaluation orthophonique, un bilan, pour repérer tous les sons qui posent problème et tous les troubles qui perturbent la parole de l'enfant. Donc, l'évaluation orthophonique doit passer par un examen oral. À l'examen oral, il faut observer, chercher à vérifier s'il n'y a pas de fistule après la chirurgie. Et s'il y en a, quelle est la taille de la fistule, petite, moyenne ou grande taille, et sa localisation. Ensuite, il faut voir l'état du voile du palais, sa taille. Est-ce que le voile est suffisamment long pour créer l'occlusion vélo-pharyngée? Est-ce que le voile est capable de faire les mouvements nécessaires? Est-ce qu'il est hypertonique ou est-ce qu'il est flasque, il est hypotonique? Donc, pour vérifier l'état du voile du palais, il suffit de faire ouvrir la bouche à l'enfant, de lui faire un A, 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 la bouche grandement ouverte. Et vous pouvez observer l'état du voile. Alors, les fentes sous-muqueuses, telles que la luette bifide, l'encoche entre le palais, du et mou, doivent être aussi observées. Pour observer, par exemple, le V inversé, c'est-à-dire la zone pellucide, en cas de zone pellucide, il suffit de faire un K, 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 K. Cela permet d'abaisser la langue pour observer le fonctionnement du voile du palais. Et s'il y a un V inversé, on observera au niveau du voile du palais cette saillie, n'est-ce pas, dans le relèvement du voile du palais. Dans certains cas, on peut remarquer aussi une hypertrophie des amygdales qui peuvent être profitables pour l'enfant lorsqu'il n'arrive pas à opérer l'occlusion vélo-pharyngée à cause de l'insuffisance vélaire. Toujours pour l'examen oral, il faut observer la dentition de l'enfant parce que les dents sont nécessaires à la production de certains sons, tels que les sifflants, z. Donc, pour ne pas juger l'enfant à tort, il faut observer les arcades dentaires. Voilà. Il faut voir s'il y a malocclusion dentaire ou pas. En cas de malocclusion dentaire, qu'il s'agisse de maxillaire supérieur saillant ou de maxillaire supérieur en retrait, l'occlusion dentaire n'étant pas possible, l'enfant aura du mal à réaliser les sons tels que les sifflants. Donc, il faut tenir compte de tous ces paramètres et prendre note au cours de l'évaluation. Les mouvements des articulateurs doivent être aussi évalués, principalement les lèvres et la langue. Alors, il faut voir si l'enfant est capable de réaliser une occlusion labiale. Est-ce qu'il peut joindre les lèvres, surtout en cas de fente labiale? Est-ce qu'il peut pincer les lèvres avec force? Est-ce qu'il peut faire claquer les lèvres? Est-ce qu'il peut opérer un sourire? Il faut évaluer tout ça. Voir aussi si la langue est capable de faire des mouvements de gauche à droite. Est-ce que la langue est capable de toucher la crête alvéolaire?
Il faut évaluer tout ça avant de pouvoir commencer par travailler avec l'enfant. Alors, il faut aussi évaluer la résonance. L'évaluation de la résonance peut être faite avec le test de Coomer. Et il faut faire répéter dans un premier temps des phrases orales qui ne comportent pas de sons nasaux. Ici, par exemple, la phrase bébé boit le biberon permet d'évaluer une hypernasalité. Et lorsque l'enfant a une hypernasalité, vous allez entendre à la place de bébé boire le biberon, on va entendre mémé moi le biberon. Mémé-moi le biberon. Donc, le son B est systématiquement remplacé par le son M. On peut aussi faire répéter des phrases nasales, cette fois-ci pour évaluer l'hyponasalité. Donc, lorsque vous faites répéter la phrase « ma maman mange une mangue », l'enfant qui a une hyponasalité dira « ah, bang, 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 bang ». Donc, le son « m » est systématiquement remplacé par « b ». L'objectif de l'évaluation de la résonance, c'est de voir si le voile fonctionne ou pas et s'il a besoin d'être réopéré ou pas. Évaluation des sons de la parole. Donc, après la résonance, il faut évaluer les sons de la parole sur lesquels l'orthophoniste doit travailler, les sons qu'on doit rééduquer. Donc, il faut repérer tous les sons qui sont altérés et les entourer. Il suffit de faire répéter à l'enfant, par exemple, Pataka Badaga, Fasacha, Vazaja, Laramananya. Donc, observez aussi le fonctionnement des sons dans la phrase en faisant répéter des phrases typiques de chaque son à l'enfant. Si vous voulez évaluer par exemple le son P à l'intérieur de la phrase et voir comment ça fonctionne, lui faire répéter par exemple Papa pèle la poire à Paris pour le son P. Vous pouvez voir le test d'évaluation orthophonique sur le site leadersproject.org. C'est téléchargeable pour la version française aussi. Il faut repérer les erreurs de placement. Voilà, il ne suffit pas seulement de repérer les erreurs. Si l'enfant a des difficultés à dire un son, il faut être en mesure de savoir quel type d'erreur de placement il fait sur le son. Est-ce qu'il positionne mal la langue? Est-ce qu'il positionne mal les lèvres? Est-ce qu'il y a une erreur de manière? La manière, c'est soit la continuité du son. Si c'est le son, l'enfant peut ne pas arriver à produire le son de manière continue. Si c'est les occlusives P, T, K, B, D, G, l'enfant peut ne pas réussir à faire l'explosion. Donc, ça peut être des difficultés de continuité ou d'explosion. Et aussi, voir si le trouble d'articulation porte sur le voisement. Le voisement, est-ce que l'enfant assourdit tous les sons? On verra dessus en détail. Il faut relever les sons, pardon, il faut relever les productions compensatoires aux sons altérés. Donc, en dehors des troubles articulatoires, on peut aussi avoir des émissions nasales, des coups de glotte qui vont accompagner ces erreurs-là. Donc, il faut noter tout ça. Alors, il faut en finissant évaluer de manière globale l'intelligibilité de la parole de l'enfant dans le dialogue et lui donner les notes, les critères normal, léger, modéré ou sévère. Donc, est-ce que l'enfant est capable d'être entendu quand il parle? Si oui, c'est normal. Si c'est légèrement, c'est léger. Si c'est de manière modérée qu'on le perçoit, modérément. Si c'est sévèrement, enfin, on l'entend difficilement, vous mettez sévère. La rééducation des troubles de la parole. Alors, la rééducation des troubles de la parole doit passer forcément par une hiérarchie. Et ici, la hiérarchie porte sur la rééducation d'un seul son à la fois. Donc, si vous ciblez par exemple 4 sons chez l'enfant, il faut en choisir qu'un seul d'abord. Et c'est ce seul son qui va faire objet de travail. Et c'est sur ce seul son qu'on va parcourir les 6 étapes que sont la discrimination, le son unique, le son dans les syllabes, les mots, le son dans les mots, pardon, le son dans les groupes de mots et les groupes de phrases, et la conversation et le discours. Et une fois qu'on parcourt ces 6 étapes, il faut recommencer maintenant la hiérarchie avec le son qui suit. Et je tiens à préciser qu'il faut partir des sons faciles avant d'arriver aux sons difficiles. Alors, la discrimination consiste à faire percevoir la différence entre le son correct et le son de compensation. Donc, sur l'image qui est à droite, par exemple, qui est un bonhomme, il faut montrer sur l'image la localisation de l'erreur et la localisation du son. Si l'enfant remplace par exemple le son P par un coup de glotte, au lieu de faire PA, il fait A. Donc, il faut lui montrer que son erreur est produite au niveau de la gauche et que le son P, donc la syllabe PA, sera réalisé au niveau des lèvres. Et entraîner l'enfant à reconnaître la différence
et à montrer à son tour l'erreur sur l'image lorsque vous la produisez et à montrer la localisation du son correct lorsque vous le produisez aussi. Une fois la différence perçue aussi bien visuellement qu'auditivement, on passe à l'étape suivante qui est le travail du son unique. Alors, le travail du son unique consiste à travailler le son isolement. Donc, pas à l'intérieur de mots, pas à l'intérieur des syllabes. Et ce travail doit tenir compte des trois aspects de l'articulation, le placement, la manière et le voisement. Alors, sur cette première page, vous voyez les stratégies de correction des erreurs de placement. Il faut partir des sons que l'enfant est capable de pouvoir produire. Nous avons dit tantôt que dans les fentes, les sons nasaux tels que m, n, sont faciles à produire. Donc, il faut partir de m pour travailler le p, b, partir de n pour travailler le t, d, partir de pour travailler le k. Donc, on fait m, b, t, k, g. Donc, une fois que les occlusives sont maîtrisées, les p, t, k, b, d, g sont maîtrisés, utilisez maintenant ces occlusives pour travailler les fricatives, qui sont un peu plus complexes, parce qu'il faut la continuité dans le son. Donc, partir de manière continue, sans interruption, pour amener l'enfant à produire les sons, parce que le ton et le son ont des points d'articulation proches. Voilà. Donc, il faut faire voir à l'enfant les changements de la face lors du passage d'un son à un autre. Si vous choisissez par exemple le ch pour travailler le sa, donc il faut lui faire voir que pour le ch, il y a un arrondissement des lèvres. Donc, vous passez du ch au s. L'enfant doit pouvoir percevoir cette différence, cette variation pardon, au niveau de la face. Lorsque la technique n'est pas efficace chez un enfant, on peut faire recours au gargarisme, on peut couper les deux aussi si on veut, utiliser une abaisse-langue pour monter la base de la langue, pardon, pour monter la base de la langue de l'enfant vers le voie du palais et lui montrer l'emplacement de la réalisation des sons vélins. Alors, autre stratégie, les stratégies pour régler les erreurs de manière. Donc, ici, une fois que le placement est maîtrisé, le point d'articulation maîtrisé, il faut s'assurer que si c'est une occlusive, l'enfant est capable de réaliser les explosions, par exemple. Donc, là, on peut se munir on peut partir d'un son doux. Voilà, pour réaliser ces sons. On peut aussi matérialiser l'explosion, le passage, enfin, la sortie de l'air de manière explosive en utilisant un papier comme ça. Et l'enfant observe et perçoit le mouvement. On peut aussi utiliser une boule de papier. On peut enrouler du papier et le faire sauter de la main en produisant le son. Et l'enfant observe. Et ça lui permet de pouvoir comprendre le fonctionnement du son. Et aussi, sur les fricatifs surtout, qui sont des sons continus, on peut traîner par exemple la main sur le bras de l'enfant pour lui montrer la continuité du son. Donc, pour faire un S, par exemple, je peux faire. Aussi, j'utilise un son de facilitation, je peux faire. Après les erreurs de manière, nous avons les erreurs de voisement. Le voisement, en fait, c'est quoi? C'est le caractère sourd ou son d'un son. Les sons de la parole sont de deux types. Il y en a qui impliquent la vibration des cordes vocales. Il y en a qui ne le font pas. Les sons sourds n'impliquent pas la vibration des cordes vocales. Il s'agit des sons listés sur la ligne bleue ici. Nous avons P, T, K, F, S, Ch, qui sont des sons qui n'impliquent pas la vibration des cordes vocales. Par contre, leur opposé sonore, B, D, G, V, Z, J. Si vous touchez la gorge au niveau de la pomme d'Adam, vous allez voir qu'il y a une vibration systématique lorsqu'on produit ces sons. Donc, pour travailler le voisement qui survient notamment, généralement sur les sons voisés, il faut partir des sons sourds qui sont déjà acquis par l'enfant. Si l'enfant a des difficultés à faire B, il faut partir du P pour arriver au B, partir du T pour arriver au D, ainsi de suite. Il faut dire le son
opposé à haute voix, par exemple, pour permettre de créer déjà un début de voisement. Donc, pour un peu, un peu, on sent déjà une vibration qui tend déjà vers le bas. La troisième étape dans la rééducation, je rappelle, on avait fait la discrimination. En deuxième position, on a travaillé le son uniquement. Maintenant, on travaille le son à l'intérieur de la syllabe. Donc, ici, il faut introduire le son dans les syllabes en utilisant le principe consonne-voyelle, voyelle-consonne, voyelle-consonne-voyelle, consonne-voyelle, consonne-voyelle. Si vous voulez travailler un son, vous l'inscrivez au centre. Vous pouvez faire ce schéma avec à main levée sur une feuille et permettre à l'enfant de suivre. Si c'est le son pas, vous réalisez, si c'est consonne-voyelle, vous voulez faire, vous partez de la consonne et vous associez une voyelle, donc selon le sens de la flèche bleue. Une fois vous finissez de manière chuchotée, vous pouvez maintenant réaliser le son de manière orale. Une fois que l'enfant le maîtrise, po. Et après vous faites l'inverse, c'est-à-dire voyelle consonne, partant dans le son de la flèche rouge, après a, o. Pour les sons, les fricatifs qui sont des sons continus, il faut marquer sur la feuille la continuité du son. Par exemple, si c'est un son que vous voulez travailler, il faut traîner la main sur la lettre S pour que l'enfant voit que le son continue avant de l'associer. Ça, so, etc. Donc, une fois cette étape réalisée, vous pouvez associer consonne-voyelle, voyelle, consonne-voyelle, pardon. Donc, a, pa, o, po, i, pi, etc. Et après, associer deux syllabes ensemble, pa, po, pi, etc. La quatrième étape, c'est les mots. Je rappelle que ces étapes se suivent de manière logique. Une fois que l'enfant sait déjà dire les sons à l'intérieur des syllabes, on peut choisir maintenant des mots qui comportent ces sons-là. Premièrement, il faut utiliser des mots où le son se trouve en début de mot, tel que dans pomme, dans pâte, pile, pelle. Mettre aussi le son au milieu des mots, tel que dans lapin, taper, ampoule. Et enfin, mettre le son à l'intérieur, enfin, mettre le son à la fin du mot, tel que dans lampe, tape, nappe. La cinquième étape, c'est les phrases. Choisir je rappelle qu'il y a des jeux de mots qui sont disponibles sur le site leadersproject.org et téléchargeable. Pour les phrases, on peut utiliser les phrases qui comportent les sons de manière riche, telles que par exemple un petit lapin poilu pour le son pas, tiens la tasse de thé pour le son ta, la salle, la sauce et la soupe pour le son sa. Donc, il y a aussi deux livres disponibles sur Leaders Project en version française que vous pouvez télécharger. Mais sur Internet, vous trouvez aussi des exercices et des jeux qui vont dans ce sens. Une fois que l'enfant a réussi le son à l'intérieur de la phrase, on peut passer à la sixième étape qui est celle de la conversation. Parce qu'une fois qu'on ne passe pas cette étape, l'enfant a beau dire le son isolement, il a beau le répéter dans des mots, si vous ne vous assurez pas qu'il est capable de pouvoir parler sans erreur, le travail n'est pas encore fini. Donc, pour le faire, il faut susciter des échanges verbaux avec l'enfant en lui posant des questions ouvertes qui vont l'amener à répondre, donc à produire son propre langage et à contrôler une bonne articulation de ses sons. Donc, on peut aussi l'amener à décrire des images d'action. Une image qui présente un garçon qui joue, le garçon joue, la maman fait la cuisine, le monsieur s'en va, la voiture roule, etc. Donc, des images qui permettent à l'enfant de faire des phrases. Il faut l'amener aussi à raconter de petites histoires et à chanter de petites comptines. Alors, une fois qu'on a terminé, ça c'est la dernière étape de la hiérarchie, une fois qu'on a terminé cette étape, il faut reprendre la même progression avec le son qui suit. Alors, ce n'est pas à la fin de la rééducation, bien sûr. Au cours de la rééducation des troubles d'articulation, on peut s'apercevoir qu'il y a des erreurs compensatoires qu'on a évoquées tantôt qui accompagnent ces troubles, enfin, ces sons-là lors de leur production. Les premières erreurs que nous allons aborder, ce sont les émissions nasales. Il faut les régler avant de passer à un autre son. Si je travaille par exemple le son pas en premier et que je sais que l'enfant sait faire le placement, l'enfant maîtrise la manière du son et il maîtrise la
parfait. S'il a un problème de voisement et qu'il a réglé, il faut que je m'assure aussi qu'il n'y a pas des erreurs compensatoires qui accompagnent ce son. Donc, les premières erreurs sont les émissions nasales. C'est de l'air qui s'échappe de la cavité nasale lors de la production des sons. Donc, les émissions nasales résultent du dysfonctionnement vélo-pharyngé qu'on a vu tantôt ou de la présence de fistules à l'intérieur de la bouche. Et ces émissions peuvent être audibles ou non. Elles peuvent être apprises, c'est-à-dire que l'enfant a d'ailleurs pris l'habitude et malgré que l'organe a été réparé, malgré que la fente a été réparée, il continue de penser qu'il a cette déficience. Et il faut maintenant lui faire percevoir les différences. Et pour corriger les émissions nasales, il faut procéder par discrimination. Vous voyez en filigrane, j'ai toujours l'image du bonhomme qu'il faut utiliser. Montrer, les, montrer à l'enfant que l'air s'échappe de son nez, donc de faire prendre conscience de ça, alors que l'air doit s'échapper de la bouche, produire le son correctement pour que l'enfant perçoive. Utiliser un miroir, poser le miroir devant les narines de l'enfant. Une fois qu'il produit les consonnes de haute pression, on percevoir, en cas d'émission nasale, des buées sur le miroir. Il faut pas utiliser les sons nasaux comme facilitateurs pour permettre de produire les sons, parce que les sons nasaux font systématiquement sortir de la buée. Donc, il faut produire le son directement. Ensuite, pour aider l'enfant à passer de l'émission nasale vers une production sans émission nasale, on peut pincer son nez sans trop le faire mal, hein, bien sûr, sans le faire mal, bien sûr. Donc, pincer du bas vers le haut progressivement. Et au fur et à mesure que l'enfant est capable de sentir le flux d'air passer par sa bouche, relâcher le nez progressivement en tendant les mains vers le haut, vers les yeux. C'est-à-dire, vous passez de là, vous pincez. Ensuite, après, quand il maîtrise un peu, vous pincez vers le haut. Et une fois que l'enfant est capable de produire le son, vous relâchez complètement. Et aussi pour cette étape, il faut travailler d'abord sur les occlusives, avant de travailler sur les fricatives, qui sont plus compliqués. Les coups de glotte, le deuxième type d'erreur, les coups de glotte. Les coups de glotte, ce sont des émissions de son qui sont produites au niveau des cordes vocales, donnant à l'enfant la sensation d'une pression d'air dans la glotte quand il n'est pas capable de réaliser la pression dans la cavité buccale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité de réaliser l'occlusion vélo-pharyngée. Donc, en lieu et place, l'enfant va produire cette occlusion au niveau de la glotte. Pour faire, par exemple, pas, pour dire papa, il peut faire ah ah. Au lieu de papa, il peut faire ah ah. Donc, ces coups de glotte affectent certaines fricatives telles que les so et les pardon, et les ch, et beaucoup plus les occlusives p, t, k, b, d, g. Donc, on parle de co-articulation dans certains cas lorsque l'enfant est capable de réaliser le point d'articulation et le coup de glotte en même temps, mais sans articuler. Donc, pour faire par exemple papa, l'enfant peut faire comme s'il articulait, mais vous allez entendre ah ah. Donc, on n'entend pas le papa, mais on entend un pa ah ah ah, mais la lèvre se joint tout de même. Pareil pour les sons T, K et autres qui peuvent sembler bien articulés, mais qui s'accompagnent de coups de glotte. Pour pallier les coups de glotte, on procède toujours par discrimination, montrer à l'enfant que son erreur se produit au niveau de la gorge et lui montrer aussi que le son normalement doit se produire au niveau de la bouche, notamment au niveau de l'air. Et enfin, lui montrer que l'occlusion doit se réaliser au niveau de l'air. Après la discrimination, on peut utiliser des jeux de papier, comme je l'ai montré tantôt, pour permettre à l'enfant de sentir le comportement du son, selon l'explosion ou la continuité, etc. Il faut ensuite, on peut aussi poser sa main devant la bouche. L'orthophoniste peut poser sa main la main de l'enfant, pardon, devant sa propre bouche pour qu'il puisse sentir la pression d'air qui émane de la bouche lors de la production. Ensuite, l'enfant va essayer tout seul. Donc, quand je lui fais un pa, pa, il peut sentir aussi ça. Donc, cette fonction kinesthésique de la parole aide beaucoup plus l'enfant à se corriger. Les fricatives pharyngées. Alors, dans les fricatives pharyngées, on remarque que la base de la langue se rétracte vers le mur pharyngé postérieur, mais n'empêche pas totalement le passage de l'air. Les fricatives pharyngées sont
coproduit avec les fricatives, les sons fricatifs s, z, ch, j ou avec les affriqués ch, j. Donc, on aura tendance à entendre un s, z, ch. Donc, la base de la langue se rétracte vers le pharynx pour faire produire ces sons-là. Donc, pour corriger ces sons, il faut partir des sons antérieurs, notamment les alvéolaires, comme T et D, pour permettre à l'enfant de prendre conscience que le son doit être produit doit être articulé un peu plus antérieurement, vers l'avant. Nous savons que les sons T et D nécessitent le positionnement de la pointe de la langue sur les alvéoles, et donc en montrant cela à l'enfant, il peut facilement corriger son erreur. La maîtrise des sons T, D favorise respectivement l'acquisition des sons S, Z, car ils ont le même point d'articulation. Donc, pour corriger une erreur sur le S, une fricative sur le S, donc une rétraction de la langue vers l'arrière sur le son S, j'amène l'enfant à produire le son T qui, lui, est antérieur. Et le fait de positionner la langue sur les alvéoles permet à l'enfant de décoller de décoller la base de la langue du mur pharyngé postérieur. Les occlusifs pharyngés. Je viens tantôt de parler des fricatifs pharyngés. Et maintenant, je parle des occlusifs pharyngés qui, elles, portent beaucoup plus sur les sons K, G. Dans les occlusifs pharyngés, la base de la langue se rétracte complètement vers le mur pharyngé postérieur. Le passage de l'air est bloqué puis relâché. Comme c'est des sons qui explosent, donc on va assister à un ko, go. Au lieu de ko, go, on va ko, go. Donc, quand vous demandez à l'enfant de faire coco, il dit coco, coco. Donc, elle se réalise pour compenser l'absence du voile du palais, généralement. La stratégie de correction de cette erreur consiste à pousser en arrière le point d'articulation. Je note au passage qu'il faut, pour la discrimination à cette étape-là, beaucoup plus sont choisis les images vues de profil qui permet à l'enfant de voir en fait le comportement du voile du palais lors de la réalisation de ces sons. Vraiment, les sons K et G sont réalisés ici. Donc, le dos de la langue se bombe vers le voile pour produire le son K et le son G. Par contre, dans les occlusifs pharyngés, la base de la langue va se rapprocher ou s'accoler, si vous voulez, pratiquement au mur pharyngé postérieur. Donc, au lieu de faire un ko, ko, il faut montrer à l'enfant que pour le réaliser, c'est beaucoup plus vers l'avant. Alors, après la discrimination, il faut essayer d'articuler le son le plus antérieurement que d'habitude pour faciliter la discrimination. Donc, un son K, normalement, je peux le faire K. Donc, en déplaçant même suivez mon pointeur, en déplaçant le son vélaire vers le palais ou carrément même vers l'intérieur, vers le devant. Donc, j'exagère l'articulation du son pour faciliter le déplacement de ce mauvais point d'articulation du son. Il faut faire recours aussi, on peut faire recours à une abaisse-langue ou une cuillère pour toucher le voile où l'occlusion s'opère normalement. Donc, cela permet à l'enfant d'en prendre conscience. On a aussi les occlusions palatales à mi-dorsum. Ce sont des erreurs qui affectent les sons T, D et K, G. Ici aussi, c'est facile à montrer à l'enfant grâce à cette image de profil. Vous voyez, les sons T et D qui sont alvéolaires, normalement, se produisent en joignant le bout de la langue aux alvéoles. Par contre, les sons K et G se produisent au niveau vélaire. Mais qu'est-ce qui se passe dans les occlusions palatales? C'est que ces quatre sons-là vont être réalisés pratiquement au niveau du palais. Donc, le son T, D sera repoussé vers l'arrière pour donner un T, D. Au lieu de tata, il fera tata. Au lieu de dada, il fera dada. Donc, par contre, les sons K et G qui sont produits ici seront produits vers l'avant. C'est pourquoi on parle d'occlusive palatale. Donc, au lieu de faire un caca, l'enfant fait un caca, gaga. Donc, on sent une antériorisation de ces sons vélaires. Donc, il faut apprendre à réaliser le son K et G plus postérieurement. Et pareil, il faut apprendre à réaliser le son T et D plus antérieurement.
Donc, c'est aussi simple. Il faut repousser chaque son vers la position initiale en stimulant cette partie, en montrant d'abord sur l'image et aussi en stimulant grâce à une abaisse-langue, grâce au doigt quand on porte un gant. Donc, exagérer le point d'articulation pour permettre à l'enfant de réaliser le son qu'on cible. S'il a des difficultés à faire les t, d, il faut exagérer le son. T. Je peux même sortir ma langue pour qu'il voit. Au lieu de faire t, je fais t pour que l'enfant perçoive la position du t. On peut faire recours à la baisse langue pour effleurer les points d'articulation, comme je l'ai dit tantôt. Alors, je vais terminer par le bruissement nasal qui résulte de l'échappement d'air de la cavité buccale vers l'arrière, puis remontant vers la cavité nasale pendant l'articulation des sons dites de forte pression, notamment les protocoles Vossische. Donc, pour faire un qui, l'enfant fera qui. Pour faire un pi, il fera pi. Donc, on sent un nasolement qui accompagne la production des sons, la plupart de ces sons. Donc, pour corriger le bruissement nasal, il faut faire recours à la discrimination toujours. Donc, sensibiliser l'enfant sur les différentes parties de production, lui montrer que l'air ne doit pas passer par le nez. Donc, travailler à faire passer l'air par le canal buccal plutôt que d'être envoyé par le nasopharynx. Donc, c'est la même technique que ce qu'on a vu précédemment. Je tiens à noter pour finir que la plupart des productions, notamment les fricatives pharyngées, les occlusives pharyngées, les occlusives palatales à mid-dorsum, décrites ici comme des erreurs de compensation, existent naturellement dans le répertoire phonétique de certaines langues. Il y a des langues du Bénin, par exemple, où on dit do, to, da, ça peut se dire. Donc, le do existe naturellement. Donc, il faut tenir compte de ce paramètre-là important pour ne pas juger l'enfant à tort. Je voudrais conclure en disant que la fente réparée sans rééducation orthophonique est comme un instrument sans musicien. Donc, certes, certains enfants opérés avant l'âge de développement du langage peuvent développer le langage sans aucune aide. Mais la plupart des enfants qui ont déjà appris à parler avant la chirurgie auront besoin de rééducation car ils ont eu tout le temps d'installer les habitudes compensatoires et ils ont eu le temps d'apprendre les sons avec des erreurs. La rééducation orthophonique est donc déterminante et pour son efficacité, elle doit impliquer les parents à toutes les étapes. C'est pourquoi il faut leur expliquer dès le début le rôle de la rééducation, ces différentes étapes, le fonctionnement et le rôle de la fermeture vélo-pharyngée. Ils doivent assister aux séances pour pouvoir reprendre à la maison les exercices faits avec l'enfant, car c'est avec eux qu'ils passent le plus de temps. Donc, cela en appelle aux thérapeutes d'entraîner les parents aussi à une bonne maîtrise des techniques qu'on apprend à l'enfant. Il faut enfin travailler, en travaillant avec l'enfant, il faut que l'orthophoniste soit capable de distinguer les erreurs d'articulation apprises de celles qui sont obligatoires. Alors, les erreurs articulatoires apprises, ce sont les erreurs que l'enfant a l'habitude de faire. Et une fois que la fente est réparée, il continue de faire ces erreurs-là. Donc, on peut l'entraîner à corriger ces erreurs. Par contre, les erreurs obligatoires sont des erreurs qui ne peuvent pas être corrigées parce qu'il y a toujours une défaillance organique. C'est qu'une hypernasalité due à une insuffisance vélo-pharyngée, par exemple, ou due à une fistule qui doit normalement être corrigée. Donc, les erreurs obligatoires étant liées à cette défaillance structurelle-là, le thérapeute doit pouvoir recommander une autre chirurgie si nécessaire. Vive SmileTrain, je vous remercie. Merci, M. Jacine Eduardo, pour cette brillante présentation en termes, en forme, en qualité. Et nous sommes vraiment très contents. Ça veut dire que SmileTrain a vraiment des personnes ressources dans cette zone. Et nous sommes vraiment très, très contents. Merci. C'était brillant, c'était bien fait, très calme. Et nous sommes vraiment très contents. Yes. Thank you so much, Mr. Eduardo Jacine, for this wonderful, brilliant presentation. In terms of quality and form, you were very quiet. You show someone who understands his material very well. You know, we usually say someone who knows how to use his weapon. You fully know how to use your weapon. And we want to thank SmileTrain because we now know we have resourceful people in this on this platform, both in French and in English. This has been a very enriching presentation for our Francophone audience.
and I'm sure that the translation was wonderful in English and in Portuguese. You have a couple of questions and commentaries that have come up. I was expecting to have many more questions than these. We just have 2 questions. And I want to put these questions to you. J'aimerais bien vous poser cette question, M. Adjacine, Oui. parce que je pensais qu'avec cette brillante présentation, j'attendais à avoir beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Malheureusement, on a juste 3 questions ici pour vous. La première question vient de Dr. Ossé. Il demande, il dit, merci pour la brillante et claire présentation, comme je vous avais déjà dit. En cas de fistule oro-nasale post-opératoire, y a-t-il quand même possibilité de corriger certains sons? I want to put a question. Yes. Should I answer directly? Oui, vous pouvez bien sûr donner votre réponse. Y a-t-il la possibilité de corriger certains sons en cas de fistule oro-nasale? Oui, merci, docteur. De toute façon, comme je le disais, tous les sons ne sont pas affectés. Donc, il y a les sons de haute pression qui nécessitent la fermeture vélopharyngée. Donc, le palais soit fermé dans une moindre mesure avant que ce soit réalisé. Bien évidemment, lorsqu'il y a de fistule, tout dépend de la taille de la fistule. Si la fistule n'est pas trop grande et que l'enfant, après l'opération, est capable de réaliser cette occlusion vélopharyngée dans une moindre mesure, il peut déjà réaliser certains sons. Ça dépend aussi de là où se situe la fistule. Donc, le tout dépend de l'emplacement. Donc, après, de toute façon, après la chirurgie, il y a beaucoup de sons qui se corrigent spontanément. Ce n'est pas comme si rien n'était fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à sa question. Parce qu'il faut avoir un cas avant que je puisse préciser en fait quel sera le son qui pourra être réalisé et quel sera celui qui ne pourra pas être réalisé. Mais de toute façon, même s'il y a de fistules, il y en a des sons qui seront réalisés. Mais si la fistule est trop grande et que l'ouverture ne s'est pas améliorée, on va toujours assister à cette défaillance. Voilà. Néanmoins, s'il y a de fistules, la rééducation ne peut pas corriger l'hypernasalité, par exemple. Voilà. Par contre, on peut travailler à mieux articuler certains sons. Voilà, merci, M. Adjacine. Il y a d'autres questions qui viennent surtout Dr. Ossi. Dr. Ossi demande, est-ce que l'apparition de COVID-19 affecte votre pratique? Comment? Comment pensez-vous qu'on puisse adapter dans cette centre de suivi des fentes? Merci. Ça a été très dur pour nous au début de la crise. On a fait, moi particulièrement avec mes collègues, on a fait un mois, voire un mois et demi sans travailler du tout. On a fermé complètement avant qu'on ne mette en place progressivement des stratégies pour pouvoir réussir à travailler avec les enfants. Alors, parce que l'orthophoniste doit pouvoir montrer sa face, comme vous l'avez compris au travers de cet exposé, pour que l'enfant perçoive ce qu'il fait. Donc, en portant de cache-nez, de masque, c'est un peu compliqué. Donc, la plupart du temps, nous observons non seulement la distance, mais nous utilisons parfois des miroirs, des miroirs qu'on met sur le mur, mais de grande taille. L'enfant s'assoit un peu loin de nous, mais nous faisons tous face au miroir et l'enfant peut voir plus facilement la bouche. Mais cela ne suffit pas. On fait recours à ces visières-là. On fait recours à ces visières qui essaient de limiter quand même tout risque de contagion. Donc, oui, on a recours progressivement quand même. Monsieur Eduardo, je viens de vous dire que vous êtes quelqu'un de très pratique, quelqu'un qui ramène la science à la portée de tout le monde. Et c'est fantastique. La façon que tu présentes est très, très pratique. Il y a Dr. Efekou Patience Ogaï qui dit an excellent presentation in content and delivery. Une brillante présentation en forme et en fond. Vraiment, il y a Dr. Francis Ado Ababio, who is asking, at what age of the child will the speech therapist begin his treatment? At what age of the child will the speech therapist begin his treatment? À quel âge qu'une orthophoniste doit commencer à faire la rééducation pour l'enfant? Alors, je dois dire que la rééducation
si je dois exagérer, je dirais que ça n'a pas d'âge, mais je vais préciser. Pourquoi? Parce que premièrement, lorsque la fente est décelée, il faut d'abord rencontrer les parents. Donc, il y a un travail d'accompagnement parental qui se fait avec les parents, et pour lequel on n'a pas besoin que l'enfant ait un âge donné déjà pour qu'on entraîne les parents à comment mieux améliorer le langage de leur enfant, à ne pas négliger l'enfant. Mais pour ce qui concerne le travail direct avec l'enfant, il faut que l'enfant ait autour de 3 ans. 3 ans à 4 ans, surtout pour les troubles d'articulation. Parce que les troubles d'articulation ont deux caractères. Le premier caractère, c'est que il faut que l'enfant ait déjà l'âge normal de développement de ces sons-là. On n'a pas présenté dans cet exposé l'âge de développement des sons. Donc, à 3 ans, tous les sons ne sont pas encore acquis. Il y a les sons tels que le ch et jo qui peuvent être acquis jusqu'à 4 ans. Voilà. On considère que jusqu'à 4 ans, l'enfant a encore la possibilité de développer ses sons naturellement. Voyez-vous? Donc, normalement, autour de 3 ans, 4 ans, on peut déjà commencer par travailler avec l'enfant. Ah, merci beaucoup. Je pense que c'est la même question que Dr. Alaye Garango vient de poser aussi. Hein. Il demande, ma question est de suivant, à quel moment après la chirurgie des fentes palatines, la prise en charge orthophonique s'impose? Je pense que c'est la même question. Oui, je crois que lui, il ajoute un deuxième côté, c'est par rapport peut-être le délai après la réparation. Voilà, je pense qu'à partir du moment où la réparation est faite et que l'enfant ne sent plus de douleur, l'enfant ne sent plus, il y a une cicatrisation si vous voulez. Voilà, à partir du moment où il y a une cicatrisation, on peut déjà entraîner l'enfant à corriger ses erreurs. Voilà. Pour la question de l'âge, je crois avoir déjà répondu à ça. Merci, M. Adjacin Eduardo, pour cette brillante présentation une fois de plus. Je pense que nous sommes à la fin de cette formation continue de ce matin. Et il y a juste 4 questions, mais c'est un thème qui est très important et je suis vraiment très content que c'était présenté en français. C'était présenté en français et c'est un français très propre et une forme très claire. J'espère que SmileTrain va vous utiliser pour essayer d'aller dans les zones francophones parce que c'est ma première fois de voir quelqu'un présenter cette rééducation orthophonique en français avec une manière très simple, très simple et très pratique. Je suis sûr que Madame Nicole a pris note de ça et qu'on va, et M. Beckett, que c'est très important de vous faire utiliser dans notre zone aussi. I want to thank you, Mr. Adjacin, for this brilliant presentation. Again, it's so wonderful to hear you speak in French, and it was so good that we can have a Francophone present speech therapy so perfectly. So this means that we can have you as a resourceful person in the West African zone, and especially in the CEMAC zone, where I'm so proud to come from. So we are hoping to see you in the CEMAC zone very soon, that you come and share some of your wonderful experiences with us. Before I hand over to SmileTrain, and I want to say thank you, SmileTrain. We are so proud of you. Continue to do what you're doing. You're changing the landscape of cleft surgery in Africa. Thank you, WACS, for what you're doing and providing the platform for which SmileTrain is using to educate us. Please don't forget, next week is another very important time, and keep the rendezvous with us.